Merci, salutations à toutes et tous. J'ai trouvé jusqu'à maintenant cette journée très bonne, très dense, et je souligne, parce que c'est pas si évident que ça, la convergence et la cohérence des propos qui sont tenus depuis ce matin. Dans le débat que nous avons en ce moment sur ces questions, c'est pas une évidence. Et donc bravo aussi à Muriel Bourdon et à l'équipe qui la soutient ou qui travaille avec elle pour l'organisation de cette journée. J'ai deux excuses à vous présenter. La première, c'est que je serai obligé de quitter dès la fin de mon intervention cette réunion qui m'a passionné depuis ce matin, parce que je suis appelé à être présent à un colloque sur les cultures régionales à Marseille, culture régionale dans l'espace européen et plus particulièrement dans l'espace euro-méditerranéen. Et puis une deuxième excuse qui est que j'ai une santé un peu défaillante. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Je vais essayer de vous tenir quelques propos dans la continuité de ce qu'on a entendu aujourd'hui, vu l'intérêt de ce qui s'est passé. Peut-être un mot quand même sur la Fondation des régions européennes pour la recherche et l'éducation et la formation. Notre mission, ma mission à sa présidence, c'est de mutualiser le mieux possible les meilleures expériences qui se passent dans les régions autour de la construction de cette révolution qu'est l'apprendre tout au long de la vie. Et une révolution qui est particulièrement difficile en France, en particulier, et pour lesquelles nous avons quand même pas mal à apprendre d'autres régions et d'autres pays voisins. La deuxième particularité, de notre dans l'immensité du nombre des organismes européens, c'est que nous sommes dirigés par les régions, que nous travaillons pour des régions. Je dis ça parce qu'en même temps, nous avons une évolution en ce moment, constatant que, par exemple, en Europe du Nord, les régions, au sens où nous l'entendons ici ou dans les pays latins, ça n'existe pas. Ça y est. Donc nous élargissons un peu notre travail. Notre prochaine université annuelle sera une université des régions et des territoires, parce que, comme j'ai pu le constater aujourd'hui, au-delà des régions, les conseils généraux, les agglomérations, les villes jouent un rôle dans cette évolution de l'apprendre tout au long de la vie. Donc voilà la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, c'est que notre volonté est de faire travailler ensemble, et nous y arrivons à peu près, à la fois les politiques, les administrations, les chercheurs, les universitaires, les opérateurs, les partenaires sociaux dont je suis, les gens des entreprises. Voilà, donc c'est cette volonté-là aussi de faire alliance entre tous ces acteurs pour transformer les situations et pour créer cet apprendre tout au long de la vie qui nous caractérise. Alors, au-delà donc de cette présentation, quelques mots sur ce que j'ai entendu. Je participe particulièrement à tous les efforts qui sont faits en ce moment pour obtenir que le programme 2020 soit le meilleur possible. Et donc là, je retrouve tout à fait un certain nombre de questions qui ont été posées depuis ce matin. Dans Erasmus pour tous, nous y tenons particulièrement parce qu'il y a maintenant déjà 5 ans, par la déclaration de Barcelone qui a réuni une soixantaine de régions, nous avions dit qu'il fallait absolument sortir de la situation où les étudiants avaient un peu le monopole d'Erasmus. Et donc nous avons défendu et obtenu que les apprentis, que les jeunes en première formation professionnelle puissent être concernés. Donc ça fait partie effectivement de ce à quoi nous avons travaillé et que nous jugeons particulièrement précieux, particulièrement décisif. On tient beaucoup aussi, on est fanatique donc du nom
de la nomination Erasmus pour tous. Et ça nous amène tout ça à une espèce de jeu d'alliance avec toute une série d'acteurs. Antoine Gobert en a évoqué quelques-uns, mais aussi, par exemple, avec CIS3L, qui est un grand organisme européen rassemblant les acteurs de la société civile. Si nous voulons gagner sur à quoi nous croyons, il faut effectivement, même si des choses avancent plutôt positivement, mais nous ne sommes sûrs de rien, donc nous sommes appelés à faire un jeu d'alliance, de lobbying, pour que, effectivement, les choses se passent le mieux possible. Dans les choses qui se passent le mieux possible, nous nous tenons beaucoup aussi à ce que nous appelons la périphérie, mais qui a été évoqué plusieurs fois, et entre autres par Antoine. C'est vrai que la FREREF, ça va des Baléares à Malopolska, Cracovie, la Pologne, et donc à la fois nous sommes concernés par l'horizon méditerranéen, mais nous sommes aussi concernés par l'Europe de l'Est avec l'Ukraine, des régions ukrainiennes comme des universités ukrainiennes qui frappent à la porte en disant on veut travailler avec vous. Donc nous sommes très engagés dans les affaires euro-méditerranéennes. Jacqueline Bergeron le sait, on se retrouve dans beaucoup d'enceintes, de même que nous sommes engagés dans d'autres perspectives. Bon, voilà, et il nous semble tout à fait fondamental qu'effectivement Erasmus pour tous porte bien toutes ces questions-là. Que dire d'autre? Je repense au débat qui a été un peu posé ce matin autour de la dynamique politique. C'était Anne Corbett qui posait cette question-là, de même que Bernard Bétot d'une autre façon. Nous sommes dans une situation un peu étrange et grave, qui est que des choses magnifiques se font sous le couvert de l'Europe. Erasmus, je ne reprends pas toutes les discussions qui ont eu lieu ce matin, où on a bien senti toute l'histoire, tous les acquis de ce qui se passe. Et au-delà d'Erasmus, la question plus large de l'apprendre tout au long de la vie, processus de Bologne, etc. Il se passe là des choses magnifiques. Je trouve que le débat que nous avons aujourd'hui, entre autres par rapport à l'Europe, il porte sur tout sauf sur ça. Et qu'on est dans une situation où ce dont on parle à propos de l'Europe, et donc là est en cause la citoyenneté européenne, ce dont on parle quand on parle de l'Europe, c'est d'autres questions tout à fait différentes et qui sont vécues beaucoup moins positivement et à juste raison par beaucoup de citoyens européens. Il n'est pas valorisé aujourd'hui par l'Europe ce qui se fait de mieux en Europe. Et je crois que ça coûte cher. Ça coûte cher sur le plan politique général, sur la dynamique politique européenne. On est devant une vraie question. C'est la faute du sommet, incontestable. C'est aussi de notre faute à tous, quelque part. Ce matin, donc, des réseaux de jeunes là sont intervenus. Et c'est très bien qu'il y ait une multiplicité de façons d'avancer autour d'Erasmus dans toutes sortes de réseaux. Je dis qu'en même temps, il y a besoin que l'ensemble de ces réseaux se coordonnent pour peser sur les décisions. C'est très éclaté tout ça, personne ne connaît l'autre. Donc on a des vraies difficultés autour de ça, mais pas seulement par rapport à ces questions-là, mais aussi par rapport à tous les acteurs en ce moment qui militent autour de réalisations européennes. Il n'y a pas assez de coordination, de transversalité, de synergie entre tous ces acteurs pour porter ces discussions-là. Mon boulot est effectivement de constituer le plus possible d'alliés et d'alliances par rapport à nos objectifs, et je crois qu'on y arrive, mais en même temps, il faut que sur le terrain, localement, des choses aussi se fassent dans cette direction-là. On a un enjeu aujourd'hui, je redis, dynamique européenne, citoyenneté européenne, qui me semble très important par rapport à une montée partout. Bon,
employer le mot terme médiatique, de l'euroscepticisme, voire de l'euronégativisme. Hein. Donc, voilà. Et cette réalité-là, donc, il a été dit ce matin, que ces échanges européens, ce travail qu'on fait à la FREREF de réunir des gens venus de régions très différentes, de cultures très différentes, pousse, j'allais dire, j'ai entendu, à la tolérance, très bien, pousse à la diversité, la multiplicité, l'interculturalité. J'ajoute que ça permet à chacun de prendre du recul par rapport à sa propre culture ou à sa propre façon de faire. J'ai bien aimé les remarques de M. Lambollé et son regard critique international sur quelques réalités françaises. Là aussi, je me sens très, très fortement en convergence avec ça. Je vais peut-être prendre 2 exemples ou 3. On a traversé en France, on traverse encore le débat, l'anglais dans la proposition de loi Geneviève Fioraso. Et on est complètement franco-français, c'est-à-dire parfaitement théologique ou idéologique. C'est-à-dire qu'on dit c'est ou le français ou l'anglais. Et que la question qui est posée, c'est et le français et l'anglais. Bon, que donc on développe la culture anglaise à l'intérieur des formations? Je ne vois pas de difficulté à ça. En même temps, il faut absolument que l'on conforte la langue française à l'intérieur de l'Europe. On a des outils pour ça qui sont, à mon avis, pas assez ou mal utilisés. Et je souligne un point qui est que la langue véhicule des cultures, une mentalité, un point de vue même, et que l'anglais véhicule sur des questions qui nous occupent un rapport entre l'économie et l'éducation qui n'est pas celui de la culture latine. Et heureusement. Et donc, c'est aussi une conception du rapport économie, emploi, formation, éducation tout au long de la vie, etc., qui est en jeu à travers l'utilisation des langues et la nécessité donc de multiplier, enfin, du multilinguisme, pour reprendre des choses qui ont été dites avant moi ce matin. Donc ça, c'est une première remarque, et je trouve qu'on s'enferme donc dans un débat bien franco-français, de culture bien franco-française. Deuxième exemple, il est autour de l'informel, le non-formel et le rapport avec le formel. Bon, je crois que dans beaucoup d'autres pays, et en particulier lorsque est question la lutte contre le décrochage scolaire, ou plus exactement, quel processus permet de passer du jeune décroché à un jeune raccrocheur, socialisé, etc. Comment passer de l'élève décroché même au jeune raccrocheur. Sur ces questions-là, on sent bien qu'il y a une interaction tout à fait importante et nécessaire entre ce qui est le formel, l'informel, le non-formel. Qu'il se joue à la périphérie, j'allais dire, du système éducatif, toutes sortes d'éléments qui sont indispensables. Et donc, en France, on retrouve ça dans la validation des acquis de l'expérience. Je connais bien pour avoir participé à l'enfantement de cette chose, mais avec la déception à la sortie que le monde académique a réacadémisé beaucoup cette validation des acquis de l'expérience, et qu'elle n'est pas celle qu'avec Vincent Merle, un ami malheureusement décédé récemment, ce qu'on avait mis en place. Donc voilà un deuxième point qui, moi, me semble aussi nécessiter un recul par rapport à ce que nous faisons en France, et le fait de travailler beaucoup avec d'autres régions, d'autres cultures, permet de voir, me semble-t-il, plus clair et de prendre du recul par rapport à ça.
J'ai une commande de Muriel, donc je veille à ce que la tenir. Je vais peut-être terminer par deux questions. La question de la mobilité. Donc, nous avons consacré beaucoup de notre temps et de notre investissement pour les mobilités Erasmus, pour dire vite, et puis pour les autres. Pour une mobilité donc qui est géographique. Notre conviction, et que nous avons fait partager à d'autres, et qui donc ont amené des prises de position d'autres, c'est que cette mobilité géographique prendra toute sa dimension et sa valeur si elle s'intègre bien à tout ce qui est mobilité personnelle, mobilité professionnelle, que tout ça fait lien ou ensemble dans un monde où le parcours de vie des personnes est un parcours plein d'aléas dans lequel la maîtrise de la mobilité, de leur mobilité par les personnes est quelque chose de décisif. Moi, je constate que les retours que nous avons de mobilité Erasmus auxquels on a participé sont toujours très positifs. Je suis moins content de ce qui a été traité avant et de ce qui a été traité après comme valorisation maximale de ce moment qui est celui du passage de la mobilité dans l'Europe. Et je termine par une question qui est celui du rôle des entreprises. Alors ça amène aussi en incidente un certain nombre de positions prises à propos de l'avenir d'Erasmus pour tous. Cette question-là pose aussi amène à faire lien entre ce qui se passe à Erasmus pour tous et ce qui se passe sur le FSE. En particulier lorsque les régions sont amenées à jouer un rôle. S'il y a trop grande désarticulation entre les opérations FSE et les opérations Erasmus, nous n'aurons pas ce qui est à rechercher et ce que réussissent les régions. Elles sont là pour ça et c'est pour ça qu'elles jouent un rôle particulier, c'est-à-dire une relation forte entre développement économique, aménagement du territoire, développement de l'emploi, apprendre tout au long de la vie. Cette connexion-là, il faut aussi que les projets européens nous en donnent la possibilité. Et ça appelle, puisque c'est un partenaire social qui parle, ça appelle y compris que les entreprises fassent un peu de ménage devant leurs portes. Si nous en restons dans la logique de financiarisation qui monte majoritairement dans un certain nombre d'entreprises, nous n'aurons pas cet équilibre qui est au fond le fondamental de l'entreprise, qui est qu'une entreprise, ça produit des biens et des services, ça fait du profit, mais ça fait avec et c'est pour les salariés, ça fait avec et pour son territoire. Ça, c'est les 4 composantes fondamentales de l'entreprise qu'il faut faire vivre ensemble. Si ça n'est pas vécu, ça veut dire que, entre autres, les questions du rôle de l'entreprise dans le système éducatif, un rôle tout à fait nécessaire, il ne faut pas laisser l'éducation aux seuls éducateurs. Ça, c'est certain. Bon, si ce retour aux fondamentaux ne se fait pas du côté des entreprises, nous n'aurons pas une réponse des entreprises à la hauteur des enjeux que nous avons aujourd'hui. Alors bien sûr, quand on regarde du point de vue européen, l'alternance, l'apprentissage, la culture allemande ou autrichienne ou suisse, etc., réussit et en même temps progresse dans les têtes européennes, mais cet élément dont je parle, qui est que les entreprises se considèrent comme complètement responsables de la formation, non seulement, ou co-responsables de la formation, non seulement de leurs salariés, mais des gens et des personnes de leur territoire, qu'ils soient salariés, chômeurs, jeunes ou autres, cette question-là n'est pas réglée
Et si elle ne se règle pas, nous ne sortirons pas par le haut, j'ai entendu ça ce matin et je suis très d'accord avec ça, nous ne sortirons pas par le haut de la crise que nous vivons. J'ai pu dépasser un peu, Muriel. Là,